Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les recettes ludiques. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque l'on va vous présenter les jeux finalistes du Diamant d'Or 2021, car comme vous le savez peut-être, on a la chance de faire partie du jury cette année. Le dépouillement des votes n'a pas encore eu lieu au moment où l'on tourne cette vidéo. On voulait vous faire un tour d'horizon des jeux avant que le nom du gagnant ne soit dévoilé, afin que vous puissiez faire vos pronostics. On va vous faire un condensé de chaque jeu afin que vous puissiez avoir bien en tête la thématique, les mécaniques, mais aussi le tour de jeu de chacun des 8 nominés du Diamant d'Or 2021. À la fin, on vous donnera un point qu'on a bien aimé pour chaque jeu, sans pour autant vous dévoiler tout ce qu'on en a pensé. On va les prendre par ordre alphabétique pour l'impartialité, ça va aller hyper vite, on attaque tout de suite, c'est parti. Alma Mater est un jeu de Flaminia Brasini, Virginio Gigli, Stefano Luperto et Antonio Tinti. Il est illustré par Chris Williams et il est édité par Eggertspiel. Vous pouvez jouer de 2 à 4 joueurs et sa difficulté estimée de 3,7 sur 5. Dans Alma Mater, vous prenez la tête d'une université indépendante du XVe siècle. Vous devez faire croître la réputation de votre école en recrutant de talentueux étudiants, professeurs et érudits. Échanger de précieuses connaissances avec les écoles voisines, tout en gardant votre objectif en tête, devenir l'université la plus prestigieuse. Une partie d'Alma Mater est divisée en 6 manches, chacune divisée en 3 phases. Action, administration et enfin revenu. Lors d'un tour de jeu, un joueur effectue une action en plaçant un ou plusieurs de ses maîtres sur les cases action ou en utilisant une carte professeur qui apporte un bonus immédiat et qui est pivotée car on ne peut les utiliser qu'une seule fois par manche. Les actions sur le plateau ou sur les étudiants sont les suivantes. Recruter des étudiants en payant des livres aux couleurs des joueurs et des dictionnaires qui sont les livres jaunes. Recruter des professeurs en payant des ducats et des livres. Le premier joueur qui recrute un professeur en fixe le coût en livres et peut donc décider de quel livre sera à payer en quelle quantité. Les joueurs suivants seront affranchis du coût en ducats, mais devront régler le coût établi par le premier. Acheter des manuels d'autres joueurs ainsi que des dictionnaires depuis la réserve avec un coût et des quantités fixes. Progresser sur la piste de recherche en payant des coûts avec les roues noires ou sans payer de coûts avec les roues vertes. Acheter des manuels d'autres joueurs en fonction de ce qu'ils possèdent dans leur bibliothèque, en leur payant le coût en ducats associés et en récupérant des points de victoire. Dépenser des ducats pour progresser sur la piste de points de victoire. Acheter des manuels à votre couleur depuis la réserve et les placer dans votre réserve personnelle pour payer les coûts des autres actions ou dans votre offre pour les proposer aux autres joueurs. Influer sur l'ordre du tour et récupérer des ducats en fonction du nombre de maîtres placés. Chaque joueur ne peut se placer qu'une seule fois sur chaque emplacement d'action au cours d'une même manche et devra placer plus de maîtres si d'autres joueurs sont déjà présents sur cette même case. Un joueur peut également valider un objectif parmi 3, atteignable par l'ensemble des joueurs, qui apporte un effet instantané, un effet permanent grâce aux érudits ainsi que des points de victoire en fin de partie. Lorsqu'un joueur ne peut plus faire d'action, il passe, et lorsque tous les joueurs ont passé, on passe à la phase d'administration, puis à la phase de revenu. Cette phase de revenu dépend de l'ordre sur la piste de recherche, du nombre de manuels dans votre offre ainsi que de certains étudiants. À la fin de la partie, une salade de points a lieu pour le scoring final. Alma Mater est un bon jeu de pose d'ouvriers avec des actions qui sont cohérentes avec le thème. Utiliser les livres comme ressources pour certaines actions, c'est une excellente idée. En effet, en plus de nos propres livres et des dictionnaires qui sont communs, on va avoir besoin des livres des autres joueurs pour ces actions. Il faudra donc être assez malin pour monter sur la piste de recherche afin de rendre nos livres indispensables pour les autres joueurs. Beyond the Sun est un jeu de Denis K. Chan, illustré par Franz Wawinkel et édité chez Rio Grande Games. Vous pouvez y jouer de 2 à 4 joueurs et sa difficulté estimée est de 3 sur 5. Beyond the Sun vous emmène dans un futur relativement proche. Après une terrible guerre thermonucléaire, les peuples restants de la Terre mettent leurs ressources en commun pour se concentrer sur la recherche de nouveaux habitats afin d'offrir à l'humanité une nouvelle chance. Inévitablement, des factions se créent et vous allez devoir tirer le meilleur des technologies communes. Beyond the Sun est un jeu dont la fin de partie est déclenchée lorsqu'un certain nombre d'objectifs ont été réclamés par les joueurs. Jusqu'alors, les joueurs jouent chacun leur tour selon 3 phases. Une phase d'action, une phase de production et une phase d'objectif. Au centre de la table se trouve un arbre technologique commun à tous,
dont les niveaux ne pourront être débloqués qu'en partant de la racine vers les niveaux supérieurs. Chaque joueur pourra découvrir ou rechercher une technologie déjà découverte auparavant et ainsi profiter de ses effets immédiats, passifs et de ses éventuels emplacements d'action. Lors de la phase d'action, le joueur dont c'est le tour va déplacer son marqueur d'action pour le placer sur un nouvel emplacement, pas forcément sur une nouvelle action, certaines actions ayant plusieurs emplacements. Certaines actions vont nous permettre de convertir des cubes fournitures de votre plateau joueur en populations. Ces populations permettent de payer certains coûts, mais aussi de rechercher ou de découvrir de nouvelles technologies. Une population placée à côté d'une technologie y reste jusqu'à la fin de la partie. Plus la partie avance, moins vous aurez de cubes population si vous choisissez de rechercher beaucoup de technologies différentes. Lorsque vous découvrez une nouvelle technologie, c'est-à-dire lorsque vous en ajoutez une sur un emplacement libre, vous devrez parfois résoudre un événement qui peut affecter l'ensemble des joueurs. Les technologies sont classées en 4 types représentés par des couleurs qui vont chacun apporter des bonus d'une catégorie différente, mais également conditionner les technologies suivantes sur l'arbre technologique. Un cube fourniture peut également être transformé en vaisseau d'une puissance militaire variable de 1 à 4. Ces vaisseaux iront se placer sur le plateau Exploration où ils pourront être déplacés sur des cartes systèmes que vous pourrez coloniser. Ces systèmes apportent chacun des bonus immédiats ou permanents ainsi que des points de victoire. La deuxième phase du tour d'un joueur va permettre de produire des ressources. 3 possibilités. Produire des nouveaux cubes population. En fonction de votre piste de croissance de population, les disques retirés vous permettent de produire de plus en plus de cubes de population. Produire du minerai, même principe avec la piste de production de minerai. Ou alors, faire des échanges de ressources selon un tableau d'échange établi. Les disques sur les pistes de production peuvent être retirés via une action d'automatisation d'un type de production, ce qui rapporte des points et libère définitivement des emplacements de la piste correspondante, mais également lorsque vous prenez le contrôle d'un système sur le plateau Exploration, c'est-à-dire que vous avez une puissance militaire supérieure aux autres joueurs dans ce système, vous placez alors un avant-poste représenté par un disque d'une des pistes de production en fonction du type de système. Enfin, dernière phase, vous pouvez réclamer un objectif que vous avez atteint. Vous ne pouvez pas retarder l'accomplissement d'un objectif et vous ne pouvez en valider qu'un par tour. Une fois qu'un certain nombre de disques est placé sur les objectifs, la partie s'achève, on effectue alors le scoring final sous forme de salade de points. Dans Beyond the Sun, ce que j'ai préféré, c'est l'arbre technologique commun à tous les joueurs, puisqu'il permet de faire des choix pour l'ensemble de la table, mais ensuite ce sera à chaque joueur individuellement d'essayer de tirer le meilleur de ces technologies. Les cartes technologies sont diverses et variées, mais en plus elles sont relativement claires, ce qui fait que vous n'avez pas à retourner aux règles à chaque fois que vous en découvrez une nouvelle. Bonfire est un jeu de Stefan Feld, illustré par Denis Lawson et il est édité par All Games. Il est localisé en français par Matago. Vous pouvez y jouer de 1 à 4 joueurs et sa difficulté est estimée à 3,6 sur 5. Dans Bonfire, vous incarnez un peuple de gnomes dont l'objectif est de raviver les brasiers des cités alentours. Le jeu se joue tour par tour jusqu'à ce qu'un certain nombre de novices aient été placés dans le Haut Conseil, ce qui déclenche un compte à rebours des 5 derniers tours de la partie. Lors de son tour, un joueur a 3 possibilités. Première possibilité, placer une tuile destin dans sa zone destin et ainsi obtenir de nouvelles tuiles action. Si vous placez des symboles identiques les uns à côté des autres, vous obtenez autant de tuiles action correspondantes. Vous ne pouvez placer une tuile destin que si vous n'avez plus qu'une seule tuile d'action encore en votre possession au maximum. Il vous est permis de défausser des tuiles action à tout moment du jeu. Deuxième possibilité, réaliser une action en utilisant la tuile action correspondante ou une tuile joker ou alors en utilisant une combinaison de 2 autres tuiles de n'importe quel type. Construire un chemin. Vous récupérez une tuile chemin disponible ou une au hasard dans une des 2 piles et vous la placez sur votre chemin à la suite de la précédente. Les 3 premières tuiles coûtent une tuile action chemin, les 3 dernières coûtent 2 tuiles action chemin. Déplacer son navire. On déplace le navire d'île en île via les chemins clairs. Une tuile action permet de déplacer le bateau à une distance de 1, 2 tuiles pour une distance de 2 et 3 tuiles pour l'emmener n'importe où. Une fois arrivé sur la nouvelle île, on peut tout de suite enchaîner avec une des 2 actions suivantes en fonction du type de l'île. Recevoir une mission. Si vous êtes sur une île qui présente des missions, on peut récupérer une de ces missions de l'île.
Pour cela, on paye la ressource indiquée sur l'île, plus celle d'une des 2 offrandes face visible de notre plateau, qu'on place ensuite sur l'île face cachée. On doit placer plus de tuiles actions si on a déjà reçu 1 ou 2 missions de cette même île. La mission reçue vient se placer sur notre plateau joueur, sur un des emplacements brasiers encore libres. Elle devra être validée pour en obtenir les points et la transformer de mission en brasier. Rapatrier une gardienne. Si vous vous trouvez sur une île avec des gardiennes, vous pouvez dépenser 1 tuile d'action gardienne pour récupérer une gardienne de cette couleur. Vous ne pouvez avoir qu'une seule gardienne de chaque couleur sur votre plateau joueur. La gardienne reçue arrive sur la case départ du chemin de votre plateau joueur. Effectuer une procession. Dépensez autant de tuiles action gardienne que vous souhaitez et avancez chaque gardienne de votre plateau joueur d'autant de cases. Chaque case où une gardienne s'arrête rapporte la ressource indiquée sur la tuile chemin. Chaque tuile chemin ne peut accueillir qu'une seule gardienne, elles vont donc se bloquer entre elles si vous ne les avancez pas au fur et à mesure. Vous pouvez également déplacer une gardienne de la tuile chemin vers un brasier libre, à condition qu'il y ait un portail et un brasier. Utilisez le grand brasier. Faites tourner le grand brasier de 1, 2 ou autant de cases que vous voulez en dépensant 1, 2 ou 3 tuiles action brasier. Vous obtenez 2 bonus parmi 3 indiqués sur la case d'arrivée. Tuiles d'action, ressources, points de victoire et portail. Les portails récupérés doivent être placés dans l'ordre inverse des tuiles chemin, c'est-à-dire en partant de la droite vers la gauche. Et chaque portail a une forme différente. Vous devez donc les récupérer dans le bon ordre. Recruter un gnome. Payez 1 tuile action gnome et 2 fois la ressource indiquée sur la carte, ou 2 tuiles action gnome et 1 fois la ressource indiquée sur la carte. Vous pouvez récupérer des experts, les cartes bleues, qui vous offrent des bonus permanents, ou des sages, les cartes jaunes, qui vous offrent un scoring immédiat. Dernière possibilité, valider une mission obtenue au préalable dont vous remplissez les conditions. Cette mission se transforme en brasier et vous envoyez le novice qui se trouve à côté dans le haut conseil où vous récupérez des bonus immédiats. Enfin, vous avez également la possibilité de placer un novice neutre si vous remplissez une des missions du conseil pour laquelle le novice n'a pas encore été envoyé. Dès qu'il y a un certain nombre de novices dans le haut conseil, dépendant du nombre de joueurs, un compte à rebours de 5 tours est déclenché, puis la partie se termine sur une salade de points. Ce que j'ai préféré dans Bonfire, c'est la limite qu'on a sur chaque action. Une fois que vous avez construit tous les chemins ou alors que vous avez placé tous les portails autour de votre plateau joueur, c'est terminé. Vous n'avez plus d'actions à faire de ce type-là. C'est assez rare dans ce genre de jeu parce que souvent, on peut en fait faire toujours mieux, avoir toujours plus de ressources, de points de victoire. Voilà, ici, une fois qu'on a fait toutes les actions, c'est terminé. Et en plus de ça, l'inversion entre les chemins qui vont dans un sens et les portails qui vont dans l'autre sens, c'est assez malin puisque du coup, on est obligé de jouer sur les 2 tableaux si on veut espérer marquer des points avec les gardiennes. Merv est un jeu de Fabio Lopiano, illustré par Yann O'Toole et édité par Osprey Games. Il est localisé en français par Atalia. Vous pouvez y jouer de 1 à 4 joueurs pour une difficulté estimée de 3,4 sur 5. Dans Merv, vous êtes au cœur de la cité éponyme, sur la route de la soie, véritable place centrale entre l'Est et l'Ouest. Vous allez développer différents aspects de la ville pour gagner des points de victoire et essayer de vous protéger contre les attaques des Mongols. Merv se joue en 3 manches, divisées chacune en 4 tours. Lors d'un tour de jeu, l'ordre du tour est défini par l'ordre des meeples sur la piste autour de la ville. Chaque joueur à tour de rôle va déplacer son meeple en face d'une colonne ou d'une ligne de site de la grille centrale. Il va ensuite choisir un site à activer sur lequel il placera un de ses bâtiments si le site est vide. Il reçoit ensuite les cubes ressources de chaque site avec un bâtiment de la même couleur que celui activé. Ces bâtiments peuvent être les siens comme ceux des adversaires, mais si c'est un bâtiment adverse, l'adversaire reçoit également des ressources. Ensuite, 3 possibilités. On réalise l'action du site activé. Le caravansérail, en payant des cubes ressources de même couleur, les blancs sont des jokers, on peut récupérer des cartes du caravansérail avec un chameau dessus ou juste derrière une carte avec un chameau, sinon il faut payer des chameaux en contrepartie. Les cartes représentent des épices, le nombre d'épices différentes qu'on peut avoir est conditionné par la piste d'influence. Les paires d'épices apportent des bonus immédiats et les séries d'épices différentes apporteront des points de victoire en fin de partie. Le palace.
En payant un cube ressource par courtier de votre couleur présent dans le palace après avoir ajouté celui de ce tour, vous pouvez placer un courtier qui scorera des points en fonction de certains critères à chaque fin de manche. Ces courtiers, pour scorer, devront chacun consommer un point de faveur qu'il vous faudra obtenir. La librairie. Payez de 1 à 4 cubes ressources différents pour recevoir le même nombre de rouleaux de parchemin. Tous les 2 rouleaux que vous possédez, vous obtenez un bonus permanent ou immédiat. Les rouleaux de parchemin ne sont jamais dépensés. La place du marché. Établissez un poste commercial dans une ville reliée à la ville de Merve, directement ou via un de vos autres postes commerciaux. Puis achetez des biens communs ou rares à raison de 1 par ville en payant des cubes ressources et éventuellement des chameaux pour atteindre les villes dans lesquelles vous n'avez pas de poste commercial. La mosquée. Dépensez autant de cubes ressources qu'indiqué sur les différents niveaux pour progresser sur la piste de mosquée. Chaque niveau vous apporte un bonus particulier. Construire des murs. Dépensez les ressources indiquées pour construire des murs autour de la cité. Un site pourra être attaqué par un ou deux côtés au moment de l'attaque des Mongols en fin de manche 2 et 3. Lorsque vous protégez des sites avec un bâtiment de cette manière, vous récupérez de l'influence et vous en récupérez 2 fois plus s'il s'agit de bâtiments adverses. On peut aussi choisir de placer un soldat sur un site avec un bâtiment et on obtient également de l'influence, 2 fois plus si c'est un bâtiment adverse. Le soldat ne protège que contre une attaque des Mongols, il faudra en remettre pour la seconde attaque. Troisième option, on peut enfin choisir d'obtenir un point sur la piste de faveur. À côté de tout ça, on a la possibilité lors de son tour de remplir des contrats si on possède des éléments indiqués qu'on placera dessus et qui apporteront des points de victoire et des bonus immédiats. Lors de la fin d'un tour, le joueur le plus éloigné du prochain emplacement des meeples choisit sa place en premier, par défaut la dernière place, et il peut payer des chameaux pour être mieux placé. Puis c'est le joueur suivant qui choisit, et ainsi de suite. Enfin, à la fin d'une manche, on résout éventuellement une attaque des Mongols, qui casseront tous les bâtiments non protégés, mais vous pouvez encore protéger en payant un cube ressource comme rançon, puis on score les courtiers, les bâtiments dans la ville et les tuiles spéciales. À la fin de la partie, en plus du scoring de fin de manche, on comptera les points de victoire en fonction des séries d'épices que les joueurs posséderont. Ce que j'apprécie particulièrement dans Merve, c'est le système central d'activation de nos bâtiments ou des bâtiments adverses pour récupérer des ressources et éventuellement faire une action. Le placement de nos meeples va être ultra important en colonne ou en ligne et ça va créer toute l'interactivité de cette Eurogame, ça va créer de la tension et à 4 joueurs, on ne voit pas le temps passer. Praga est un jeu de Vladimir Sushi, illustré par Milan Vabron et édité par Delicious Game. Il sera localisé en français par Atalia. Vous pourrez jouer de 1 à 4 joueurs et on estime sa difficulté à 3,7 sur 5. Dans Praga, vous allez aider le roi Charles IV à développer la ville de Prague en construisant de prestigieux édifices. Praga est un jeu dans lequel chaque joueur va jouer exactement 16 tours. Lors de son tour, un joueur récupère une tuile action sur la grue, il paie éventuellement le coût ou reçoit des points de victoire en fonction de son emplacement, puis obtient un bonus inscrit à l'intérieur de la grue en fonction de la tuile choisie. Sur la tuile sont inscrites 2 actions, il en choisit une et la réalise. Gérer ses productions de pierre ou d'or. Le joueur choisit entre produire la ressource correspondante à hauteur de l'emplacement atteint sur la piste de la ressource, ou augmenter sa production et recevoir une seule ressource de ce type. Améliorer une action. Le joueur récupère une tuile d'amélioration qui apportera des bonus à chaque fois que cette action sera effectuée. Il place la tuile sur son plateau d'action pour s'en souvenir. Construire un mur ou un bâtiment. Après avoir payé le coût de la tuile, le joueur place le mur autour de son plateau d'action ou le bâtiment sur le plateau principal. De nombreux bonus sont à récupérer de cette façon, des bonus immédiats, des bonus d'adjacence, avec notamment des jetons rouges pour les murs et les améliorations d'action, et bleus pour les bâtiments, des points en fin de partie pour les murs ou encore des bonus de majorité pour les bâtiments. Les murs permettent éventuellement d'avancer sur le mur de la fin et gagner des points par jeton bleu, et les bâtiments, la même chose, mais pour la cathédrale et les jetons rouges. Construire la route royale. Le joueur avance son marqueur d'une case sur la route royale et obtient un bonus immédiat, ainsi qu'un second s'il paie une ressource particulière, les œufs.
Les derniers emplacements permettent d'obtenir encore plus de bonus et de gagner des points de victoire en fin de partie. Lors de son tour, un joueur peut également dépenser des fenêtres argentées et dorées pour monter sur le mur de la fin ou sur la cathédrale et obtenir de plus en plus de points de victoire, ou obtenir une seconde action dans son tour de jeu, ce qu'on ne peut faire qu'une seule fois par tour. Une fois son tour terminé, le joueur fait tourner la grue d'action, puis replace la tuile d'action dont il s'est servi tout en haut, et c'est au joueur suivant. Une fois dans la partie, on passe de la première à la deuxième ère, ce qui renouvelle les améliorations d'action, les tuiles murs et les bâtiments, pour de nouveau bien plus puissants. La partie se termine au bout des 16 tours par joueur, en salade de points, bien qu'on en gagne déjà beaucoup pendant la partie. Praga est un jeu particulièrement agréable et satisfaisant à jouer grâce aux nombreuses possibilités qu'il offre. La roue d'action est vraiment bien pensée, et grâce aux actions et aux bonus qu'elle propose, on va être rarement à court de ressources et on va pouvoir se développer complètement dans le jeu. En plus de ça, on n'a qu'une seule action par tour, mais si on se débrouille bien et qu'on arrive à avoir quelques bonus, on peut jouer une action supplémentaire et on peut encore améliorer ses actions. En bref, plein de combos possibles, et faire des combos, c'est quand même ce que je préfère dans un jeu. Talentin Suyu est un jeu de David Turci, illustré par Jakub Skop, Jakub Fajtanowski, Michał Długai, Alexander Zawada et Zbigniew Ugmelter. Il est édité par Board & Dice et localisé en français par Pixie Games. Vous pouvez y jouer de 1 à 4 joueurs pour une difficulté estimée à 4 sur 5. Dans Talentin Suyu, vous incarnez le chef d'un peuple Inca et vous devrez prendre la succession du grand Sapa Inca Pachacuti. Pour cela, il faudra prouver votre valeur en réalisant de nombreuses prouesses dans des domaines divers et variés et ainsi faire du peuple Inca le plus grand des peuples. Talentin Suyu se joue en 3 manches, chacune conclue par un festival qui est une phase de scoring. La fin d'une manche est déclenchée lorsque le dernier ouvrier du village est pris par un joueur ou sacrifié au combat. Lors d'un tour de jeu, un joueur a 2 possibilités. Soit il place un ouvrier, soit il réalise 2 actions secondaires. Pour placer un ouvrier, vous devez défausser une carte, puis placer l'ouvrier sur un symbole identique au symbole de la carte défaussée. Vous devez ensuite payer un coût qui dépend de la position de l'ouvrier par rapport au grand prêtre qui se trouve tout en haut du peuple, sur la Korikensha, et également par rapport à combien d'étages vous avez choisi de descendre pour placer l'ouvrier. Ce coût est payé en nourriture, c'est-à-dire en pommes de terre et ou en maïs. Vous obtenez ainsi un nombre de tâches à réaliser qui dépend de la couleur de l'ouvrier ainsi que des ouvriers de même couleur adjacents. Les tâches que vous réalisez sont celles apportées par les symboles adjacents à l'ouvrier placé. Vous pouvez ainsi récupérer des ressources, construire des statues, des escaliers qui serviront à réduire le coût de placement pour les terrasses inférieures et qui apporteront des points de victoire à leurs propriétaires, ou encore des bâtiments de production ou des bonus permanents. Vous avez également la possibilité d'acheter des tissus pour réaliser des tapisseries et faire coïncider les bonus sur celles-ci pour les récupérer lors de l'action marchandée. Vous pourrez également recevoir la production d'un de vos bâtiments ou récupérer une carte armée parmi 2. Pour réaliser 2 actions secondaires, vous aurez le choix parmi utiliser votre grand prêtre, c'est-à-dire le déplacer d'1 ou 2 cases sur la Korikensha et effectuer l'action d'arrivée ou obtenir un or. Attention, les adversaires ont également la possibilité de réaliser une version amoindrie de ces actions. Ces actions sont celles-ci. L'adoration. Sacrifiez des statues pour monter sur la piste de temple et recevez les bonus associés. Vous marquez des points de victoire lors des festivals grâce au temple. Faire une offrande, même chose mais avec du maïs. Conquête. Sacrifiez un ouvrier du village puis placez des cartes armées sur le terrain et utilisez-les soit en les retournant, soit en les défaussant pour accomplir des conquêtes qui vous apporteront des points de victoire et des bonus. Production. Utilisez tous vos bâtiments pour produire les ressources associées, puis retournez-les face cachée. Régénérer. Replacez vos bâtiments et cartes armées utilisées précédemment face visible. Vous pouvez également choisir de réaliser une prière. Obtenez de nouvelles cartes dieux, ou alors réalisez un entraînement. Obtenez de nouvelles cartes armées, ou réalisez un recrutement, obtenez un nouvel ouvrier. En fin de tour, vous pouvez recruter un ouvrier du village en payant la ressource associée. La fin de manche s'appelle le festival, pendant lequel vous devez payer les cartes dieux qu'il vous reste en main, puis recevoir des points de victoire et des bonus. La fin de partie est également une salade de points.
Tarantinsuyo est pour moi le jeu le plus complexe de la sélection. Le coût de placement d'un ouvrier sur la pyramide, plus les combos offerts, plus l'agencement des différentes tâches qu'on a autour de l'ouvrier rendent le jeu particulièrement dense. Le fait d'avoir également une participation des autres joueurs pendant les actions secondaires offre encore un niveau de réflexion en plus. Est-ce que je lui laisse faire cette action, mais en même temps j'en ai besoin? Donc vraiment pas mal. Et en plus de ça, ça offre aussi une réduction des temps morts entre 2 tours d'un même joueur. Tekken You est un jeu de Daniel Taschini et David Turci. Il est illustré par Jakub Wojtanowski, Michał Długai, Alexander Zawada et Zbigniew Umgelter. Il est édité par Board and Dice et il est localisé en français par Pixie Game. Vous pourrez y jouer de 1 à 4 joueurs et sa difficulté est estimée à 4 sur 5. Dans Tekken You, vous êtes des nobles égyptiens qui s'apprêtent à construire le temple d'Amun-Ra et la place d'Ipet-Issout. Tekken You se joue en 16 manches, pendant lesquelles chaque joueur joue un tour. 2 manches déclencheront une rotation de l'obélisque, 2 rotations déclencheront un jugement de maths, 2 jugements de maths déclenchent un scoring et 2 scorings forment une partie. Lors de son tour, un joueur prend un dé d'une des 2 zones non interdites autour de l'obélisque et il le place dans la zone correspondante de la balance sur son plateau joueur. Il effectue l'action du dieu en face de l'emplacement où il a pris le dé, ou alors il choisit de produire des ressources associées à la couleur du dé. Vous avez toujours la possibilité de dépenser des scribes pour modifier la valeur du dé de 1 ou 2, ou de dépenser 2 scribes pour faire une action Anubis qui vous permet de faire n'importe quelle action de dieu. Les actions des dieux sont les suivantes. Horus. En fonction du chiffre sur le dé, vous pouvez construire une statue en l'honneur du dieu correspondant et récupérer des bonus à chaque fois que l'action du dieu correspondant sera effectuée. Vous pouvez aussi construire des statues dans 2 zones spécifiques qui vous apporteront d'autres bonus et points de victoire. Ra. Vous récupérez une fondation en fonction du chiffre indiqué par le dé, dont vous devrez payer les ressources pour pouvoir construire un pilier au sein du complexe du temple. Ce pilier vous apportera des bonus et des points de victoire en fonction de sa position et des cases adjacentes. Hathor. Construisez un bâtiment autour du complexe du temple. Vous devrez en payer le coût en ressources. Ces bâtiments vont marquer des points en fonction de vos piliers dans le complexe du temple qui se trouve en face du bâtiment et vous rapporter des ressources pour les emplacements vides. Vous avancez également votre marqueur population sur la piste correspondante. Bastet. Cette action vous permet d'avancer votre marqueur bonheur sur la piste correspondante en payant des ressources et en fonction du chiffre indiqué par le dé. Votre marqueur bonheur ne peut jamais dépasser votre marqueur population. Tot. Vous pouvez recevoir une ou plusieurs cartes du marché et votre choix dépend de la position de votre marqueur bonheur. Plus vous en avez, plus vous avez le choix. Ces cartes apportent des bonus immédiats, permanents ou de scoring de fin de partie. Osiris. Vous pouvez construire un bâtiment dans la zone Osiris en fonction du chiffre sur le dé. Ce bâtiment vous apporte des ressources, des avancées des marqueurs de production de ressources, ainsi que des points pendant les phases de scoring. La production de ressources que vous pouvez choisir à la place d'une action de dieu est conditionnée par le chiffre et la couleur du dé, mais aussi par vos marqueurs production. Une fois 2 manches achevées, on ajoute des dés et on tourne l'obélisque sur le plateau central, qui va modifier les dés disponibles autour de celle-ci. Au bout de 2 rotations, on procède à un jugement de maths qui va regarder l'état de votre balance pour savoir si vous êtes ou non à l'équilibre. Cela va conditionner l'ordre du tour pour les prochaines manches et éventuellement vous faire perdre des points de victoire. Enfin, après 2 jugements de maths, une phase de scoring a lieu qui n'est ni plus ni moins qu'une salade de points. Les 2 phases de scoring de la partie sont légèrement différentes l'une de l'autre. J'adore la structure dans Tekken You. Le fait que 2 manches créent une rotation, 2 rotations fassent un jugement de maths, je trouve que c'est très très bien pensé. De la même manière que l'emplacement des dés qui se trouvent autour de l'obélisque, avec une zone interdite et 2 zones qui vont conditionner la place du dé dans votre balance. Tout ça, c'est vraiment hyper bien agencé. En plus de ça, la thématique, en tout cas la cohérence est hyper respectée, je trouve. On a par exemple de tous les dieux dans le jeu sont plutôt cohérents avec ce qu'ils font. Bastet, déesse de la joie, dans le jeu sert à déplacer le marqueur bonheur du peuple. Tout ça, ça marche bien et de plus en plus, je trouve que la thématique et la cohérence des différentes actions est très très importante pour moi, en tout cas, dans un jeu.
Vicomte du Royaume de l'Ouest est un jeu de Shem Phillips et S.J. McDonald. Il est illustré par The Nico et édité par Garphill Games. La version française est chez Pixie Games. Vous pouvez jouer de 1 à 4 joueurs pour une difficulté de 3,4 sur 5. Dans Vicomte, vous incarnez des vicomtes qui vont tenter de gagner les faveurs des peuples afin d'anticiper sur un changement de pouvoir soudain au détriment d'un roi dont le pouvoir décline. Le jeu se joue tour par tour jusqu'à ce qu'un certain nombre de cartes titres de propriété ou dettes aient été prises par les joueurs. À son tour de jeu, un joueur va réaliser une séquence de 6 étapes. D'abord, il va déplacer les cartes de son plan de jeu pour laisser une place pour la carte qu'il jouera ensuite depuis sa main. Il déplace ensuite son vicomte du nombre exact de cases inscrits sur le coup de la carte qu'il vient de jouer, ou plus en dépensant de l'argent. Le plateau principal est composé de 2 cercles, et pour se déplacer, le joueur doit suivre les flèches. Il peut ensuite défausser la carte villageois à côté de laquelle il se trouve pour obtenir un bonus immédiat, ainsi que les icônes d'action qu'il possède. Il doit pour cela payer le coût de la carte. Il choisit ensuite une action parmi 4 à réaliser. L'action de commerce, réalisée sur le cercle extérieur du plateau, elle permet d'obtenir des ressources en fonction des icônes sacs présentes sur la zone du jeu du joueur. Vous pouvez compenser les sacs par de l'argent. L'action de construction, réalisée également sur le cercle extérieur du plateau central, elle vous permet de construire un des bâtiments disponibles de votre plateau joueur en utilisant des icônes marteau. Vous pouvez dépenser de la pierre comme s'il s'agissait de marteau. Le bâtiment construit est placé sur un des emplacements disponibles adjacents à votre vicomte. Vous gagnez des bonus immédiats et d'autres permanents suite au placement du bâtiment. L'action de placement d'ouvriers. Vous pouvez placer des ouvriers dans le château en utilisant les icônes fleurs de lys. Vous pouvez utiliser l'or comme des icônes fleurs de lys. Les ouvriers dans le château montent sur les cercles plus hauts lorsqu'ils deviennent trop nombreux dans un même segment et vous rapporteront des points à la fin de la partie. L'action de transcrire un manuscrit. Vous pouvez récupérer le manuscrit adjacent à votre vicomte si vous avez le nombre de symboles croix correspondants. Vous pouvez utiliser les encriers comme des symboles croix. Les manuscrits vous apportent des bonus immédiats et des séries de manuscrits identiques vous apportent des bonus permanents pour le premier à les valider. À la fin de la partie, ils pourront rapporter des points de victoire selon les séries de couleurs différentes réalisées. Vous pouvez ensuite recruter le personnage adjacent à votre vicomte en payant son coût. Il est ajouté à votre défausse et vous pourrez le jouer quand il sera dans votre main. On vérifie s'il y a une collision entre les marqueurs vertu et corruption qui sont déplacés par différents bonus des cartes et des éléments du jeu. Vous obtenez alors des bonus et les autres joueurs également en fonction de la place de la collision, puis vous réinitialisez les marqueurs. Enfin, vous complétez votre main jusqu'à sa limite, remélangez la défausse si nécessaire. À la fin de la partie, une salade de points a lieu, avec un scoring de majorité à l'opposé du paquet de cartes terminé. Si le paquet titre de propriété a été terminé, le joueur avec la majorité de cartes dettes obtient le plus de points de victoire, et inversement si c'est le paquet de dettes qui a été terminé. Vicomte est le 3e volet de la trilogie du Royaume de l'Ouest, et c'est clairement un atout pour le jeu, puisque l'on va retrouver les personnages et l'univers qu'on apprécie. À côté de ça, ce que je préfère, c'est le système de déplacement dans le jeu. On va se déplacer sur un plateau en forme de cercle avec 2 cercles, un cercle intérieur qui va permettre 2 actions et un cercle extérieur qui va permettre 2 autres actions. Il faudra donc optimiser nos déplacements pour pouvoir enchaîner les actions dans l'ordre idéal pour nous. En plus de ça, ces déplacements sont contraints par le coût de notre carte. On va devoir se déplacer d'au moins le coût de la carte et non jusqu'à, parce que c'est un système de déplacement que je trouve très original. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère que vous avez pu avoir un bon aperçu de l'ensemble des jeux du Cru 2021. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du format de la vidéo pour savoir si on recommence l'année prochaine ou pas. Vous avez peut-être remarqué, mais on a des super t-shirts avec des meeples dessus, d'ultra bonne qualité. Ils proviennent du site Mr Meeple, je vous invite à chercher ça dans Google ou sur Facebook. Si ça vous intéresse, on a même un petit code promo pour vous, vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. On vous dit à bientôt pour de nouvelles recettes ludiques.